ma présentation d'aujourd'hui portera sur les valvulopathies sévères asymptomatiques. Faut-il traiter ou plutôt attendre? Donc, c'est une question qui est problématique parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'il faut opérer assez tôt ou est-ce qu'il faut attendre. Mais la première question à se poser, est-ce que la valvulopathie, d'abord, est-ce qu'elle est réellement sévère? Ensuite, est-ce que notre patient est réellement asymptomatique? Parce que s'il est asymptomatique, à ce moment-là, on sait qu'on doit intervenir. Par contre, s'il est asymptomatique, là, la question se pose, doit-on intervenir ou plutôt attendre encore un petit peu? Pour répondre à cette question de façon raisonnable et rationnelle, il faut connaître les risques d'une intervention précoce versus les risques d'une intervention qui est plutôt retardée. Et bien sûr, notre objectif principal, c'est d'optimiser la morbimortalité à long terme de nos patients. Par contre, ma présentation d'aujourd'hui se limitera principalement aux valvulopathies mitro-aortiques parce que ce sont quand même les valvulopathies les plus fréquentes. Donc, tout d'abord, on va commencer par cette balance bénéfice-risque entre intervenir précocement versus tardivement. Il y a certaines questions clés qu'il faut se poser. D'abord, quel type de valvulopathie on retrouve? Quel type d'intervention va-t-on proposer à notre patient? Ensuite, est-ce que ce patient-là a des prédicteurs de mauvais pronostics? Quel âge il a? Ses comorbidités? Comment il se porte de façon générale? Et donc, à ce moment-là, nous avons des... j'ai un pointeur. Donc, nous avons des facteurs de risque, ou plutôt des risques qui vont être retrouvés lorsqu'on va choisir d'intervenir précocement. Donc, précocement, on a surtout des complications périprocédurales qui peuvent être fatales parfois, et on a aussi des complications qui sont plutôt tardives, à type de thromboembolisme, d'hémorragie, d'endocardite, d'insuffisance cardiaque ou de fuite paravalvulaire ou encore d'hémolyse. Et puis, il y a les risques qu'on va retrouver lorsqu'on va trop tarder, donc on va trop retarder notre intervention. À ce moment-là, on peut avoir la survenue soudaine d'un événement qui va mettre en jeu le pronostic vital de notre patient, tout comme on peut avoir la survenue de dommages au niveau du ventricule gauche, des dommages au niveau de l'oreillette gauche, sur la vascularisation pulmonaire avec une élévation de la pression pulmonaire, des arythmies ou encore le décès. Et puis, il y a un risque par rapport à nos patients, par rapport à leur adhérence, à un follow-up qui peut ne pas être optimal. Et aussi, il faut savoir que quand on prend cette décision d'intervenir, dans certains centres, il y a quand même des listes d'attente, donc il y aura encore un délai avant l'intervention. Donc, pour commencer, nous allons voir la valvulopathie. La première, c'est la sténose aortique sévère asymptomatique. Donc, comme on a dit au début, d'abord, il faut voir la sévérité. Vous le savez tous, les critères de sévérité, c'est une surface aortique inférieure à 1 cm², soit 0,6 cm² par mètre carré, 2, une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, un gradient moyen supérieur à 40 mm de mercure ou un DVI, un index de perméabilité inférieur à 0,25, bien sûr dans un contexte d'un patient qui est strictement asymptomatique. Donc, quand intervenir chez ces patients-là, selon les recommandations de l'ESC 2021, on intervient en classe 1 face à une fraction d'éjection inférieure à 50%. Ou lorsqu'il y a une survenue de symptômes à l'exercice. Ça, c'est la classe 1 des recommandations. En classe 2, on va intervenir lorsqu'on a une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 55%, lorsqu'on a une chute de la pression artérielle à l'effort de plus de 20 mm de mercure, et dans certains papiers, plus de 10 mm de mercure, éventuellement aussi dans les recommandations américaines, lorsqu'on a une calcification sévère de la valve aortique, qui est définie par un score calcique au-delà de 1200 chez la femme ou 2000 chez l'homme, lorsqu'on a une Vmax qui est très importante, supérieure à 5 mètres par seconde, un gradient moyen supérieur à 60 mm de mercure, une progression de la Vmax au-delà de 0,3 mètres par seconde par an, ou encore des BNP très élevés au-delà de 3 fois la normale. Là, c'est l'indication à l'intervention en classe 2. Mais par ailleurs, on a aussi certaines études qui vont vraiment prôner cette intervention qui est précoce, notamment le Recovery Trial et l'Avatar Trial. Donc, dans ces études-là,
il a été démontré que l'intervention précoce avait de meilleurs outcomes par rapport au décès cardiovasculaire, par rapport au taux de réhospitalisation, mais aussi par rapport à la survenue d'infarctus du myocarde ou encore d'AVC. Mais le problème de ces études-là, c'est que ce sont des études avec un petit échantillon, donc on a besoin de plus. Alors il y a ce papier-là qui a été publié en 2021 dans le European Heart Journal Supplements qui va ajouter justement un intérêt nouveau, à savoir la détection de la fibrose myocardique en IRM, mais aussi l'élévation des troponines pour cette prise de décision. Donc ici, on voit qu'il y a en fait de nouveaux indices dans ce même papier-là, à savoir le strain global longitudinal, les biomarqueurs essentiellement la troponine et les BNP, une hypertrophie ventriculaire qui est très sévère ou encore la fibrose au niveau de l'IRM. Donc en fait, ce papier, il a étudié les résultats préliminaires de deux principales études qui sont en cours, à savoir l'étude EVOLVE et le Early TAVR. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce papier-là, c'est qu'il y a cette nouvelle stratification qu'on retrouve aussi dans les papiers antérieurs du professeur Pibaro, qui va vraiment stratifier les dommages cardiaques en fonction de l'évolution de la sténose aortique. Donc, du stade 1, lorsqu'il va y avoir un dommage sur le VG, puis sur l'oreillette gauche sur la valve, ensuite sur les PAPS et sur la valve tricuspide, puis dernier stade, lorsqu'il va y avoir une atteinte au niveau du ventricule droit. Et donc, comme je vous ai dit, ces essais-là, ils sont toujours en cours, les deux premiers, l'EVOLVE et le Early TAVR. Donc ici, c'était des résultats préliminaires. Et il y a aussi l'étude EASY AS qui est en cours et on aura les résultats en 2029, qui ont des échantillons qui sont beaucoup plus grands, mais ils tendent tous vers justement cette intervention précoce dans la sténose aortique sévère asymptomatique. Maintenant, on va passer à l'insuffisance aortique asymptomatique. Toujours, comment on la définit, comment on définit la sévérité. Vous le savez, un sort supérieur à 30 mm², un volume régurgitant supérieur à 60 ml, une vena contracta au-delà de 6 mm, un PHT en dessous de 200 millisecondes ou encore une vitesse télédiastolique à l'isthme supérieure à 20 cm/s. Bien sûr, il y a aussi les critères morphologiques lorsqu'on a un flail ou lorsqu'on a une dilatation importante du ventricule gauche. Tout ça, ce sont des critères de sévérité toujours chez un patient qui est asymptomatique. Alors, quand intervenir dans l'insuffisance aortique? En classe 1, toujours selon les recommandations, lorsqu'on a une fraction d'éjection qui est inférieure à 50% ou lorsqu'on a un diamètre télésystolique du ventricule gauche au-delà de 50 mm, à savoir 25 mm par mètre carré. Là, c'est en classe 1. En classe 2, on va intervenir lorsqu'on aura une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure à 55% ou lorsqu'on aura un diamètre télésystolique au-delà de 20 mm par mètre carré chez un patient à faible risque. Et puis, il y a aussi la particularité des patients qui ont une aorte qui est dilatée, qui ont déjà une indication chirurgicale. Bien sûr, à ce moment-là, on va aussi intervenir sur la valve. Donc, la nouveauté, c'est ce papier paru en 2022 dans le JAMA Cardiology sur de nouveaux indicateurs en fait, de la surcharge myocardique. Il propose un nouveau cutoff plus bas d'un diamètre télésystolique du VG à plus de 20 mm par mètre carré ou un volume au-delà de 45 ml par mètre carré ou une fraction d'éjection moins de 60%. Donc, ce sont des cutoffs qui sont quand même plus stricts avec un strain qui est inférieur à 19,5% ou un rehaussement tardif du gadolinium à l'IRM. Donc, tout ça, ce sont en fait des paramètres qui ont été proposés par cette équipe-là pour identifier le début précoce de la décompensation ventriculaire gauche. Mais bien sûr, on a besoin de plus d'études dans ce sens-là. Donc maintenant, pour ce qui est de la valve mitrale, on va parler en premier lieu de la sténose mitrale. Donc la sténose mitrale significative est une sténose avec une surface valvulaire inférieure à 1,5 cm², c'est un RM serré, ou un RM très serré lorsque la surface est inférieure à 1, et puis avec un gradient qui est significatif au-delà de 5 mm de mercure. Quand faut-il intervenir chez ces patients-là? Et là, on parle principalement du RM serré qui est rhumatismal, parce que c'est le plus fréquent aussi chez nous d'ailleurs.
Donc, deux situations. Soit on a un haut risque thromboembolique avec une histoire, un antécédent d'embolie, un contraste spontané dense intra-OG ou encore une survenue nouvelle d'une fibrillation atriale. S'il vous plaît, vous devez conclure. Conclure? Oui. Il vous reste 1 minute. D'accord, je vais essayer de faire vite, oui. Ou alors lorsqu'il y a un haut risque hémodynamique de décompensation avec des PAPS supérieurs à 50 mm de mercure ou un besoin d'une chirurgie cardiaque. Je vais faire vite, désolé. Alors sinon, il y a donc ce papier paru en 2021 qui va montrer qu'il n'y a pas de différence significative pour intervenir précocement dans la sténose mitrale, mais ils ont étudié des valves entre 1 et 1,5 cm². Pour ce qui est de l'IM significative, je ne vais pas m'attarder sur les critères de sévérité, vous les connaissez. Quand est-ce qu'on intervient? Lorsqu'on a une fraction d'éjection inférieure à 60% ou un diamètre supérieur à 40 mm, ou encore en classe 2, lorsqu'on a une OG très dilatée, des PAPS au-delà de 50 ou une survenue nouvelle de fibrillation atriale. Donc il y a ce papier très intéressant paru en 2023 qui va en fait démontrer l'intérêt d'une approche qui est mixte entre une chirurgie précoce ou une attente plutôt à tendre. Donc il y a de nouveaux cutoffs, le strain, les volumes et les cutoffs de BNP. Et puis, il y a aussi des éléments par rapport au test d'effort chez ces patients avec une IM sévère pour évaluer la réserve contractile, l'élévation du sort ou du volume régurgitant ou encore l'élévation des PAPS à l'effort. Donc, selon cette étude-là, la Watchful Surgery Strategy, est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Oui, mais il y a des conditions. D'abord, il faut s'assurer que l'IM est réellement sévère, qu'il y ait un faible risque avec une réparation qui est durable et que l'intervention ne soit pas futile, c'est-à-dire que le patient ait quand même une survie assez importante. Et il y a donc ce papier en mai 2022 qui va étudier l'intérêt de voir à la dysfonction atriale avec le LACI Index qui en fait représente un paramètre pour décider justement de la dysfonction auriculaire. Un LACI supérieur à 5, il faut intervenir.